Vous avez besoin d'accompagnement dans la gestion de vos ressources humaines? Communiquez avec un agent ou un conseiller aux entreprises de votre bureau de Service Québec pour profiter d'une approche d'intervention structurée pour vous aider à attirer et embaucher des candidats, former, fidéliser et mobiliser vos employés, bonifier la qualité de vie au travail et la productivité de votre entreprise. Laissez-nous vous aider pour le recrutement. Osez diversifier votre main-d'œuvre. Encouragez le développement et le rehaussement des compétences de votre personnel. Prenez le virage technologique afin d'accroître votre productivité. Des formations sur l'adaptation aux changements technologiques existent. Faites-en bénéficier vos équipes. Améliorez la gestion de vos ressources humaines. La gestion des ressources humaines au cœur du succès et de la pérennité de votre entreprise. Communiquez avec un agent ou un conseiller aux entreprises de votre bureau de Service Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet événement virtuel de Service Québec qui vise à vous présenter le mode d'emploi des services aux entreprises offerts par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Commission des partenaires du marché du travail. Sachez que vous êtes plus de 1200 entreprises inscrites à la grandeur du Québec qui ont répondu aujourd'hui à notre invitation et nous en sommes très fiers. Au cours de la prochaine heure, nous allons ensemble prendre connaissance des programmes, mesures et services dont peuvent bénéficier les entreprises pour améliorer leur productivité et faire face aux conséquences de la pénurie de main-d'œuvre qui est de plus en plus présente dans toutes les régions du Québec. Mon nom est Bertrand Barré et j'aurai le plaisir de vous accompagner pour vous faire découvrir la gamme des ressources qui sont mises à la disposition des employeurs pour soutenir le développement des compétences de leurs travailleurs, la formation de leur main-d'œuvre, ainsi que l'amélioration des pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Pour ce faire, plusieurs personnes viendront s'adresser successivement à vous. Dans un premier temps, nous avons le plaisir d'entendre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'intervention de celui-ci sera suivie d'une mise en contexte économique par la directrice de l'analyse et de l'information sur le marché du travail au sein du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Nous aurons par la suite une présentation sur les mesures et programmes d'aide à l'emploi destinés aux entreprises qui sera effectuée par le sous-ministre associé à Emploi Québec, qui est responsable des services publics d'emploi. Nous aurons également l'occasion de discuter avec une conseillère des services aux entreprises qui, elle, nous décrira de quelle manière elle intervient auprès des employeurs et les accompagne dans leur démarche. Ce dialogue sera suivi de la présentation de la Commission des partenaires du marché du travail, alors que la présidente de cette instance nous parlera de son rôle et des outils dont elle dispose pour répondre aux besoins des entreprises en matière de main-d'œuvre et d'emploi. Enfin, nous terminerons la rencontre en tentant de répondre aux questions que vous nous aurez adressées dans le fil de la discussion que nous vous invitons à ouvrir et à utiliser. Alors voilà, sans plus tarder, je cède maintenant la parole au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et aussi ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet. Merci, Bertrand. Bonjour tout le monde. J'aimerais peut-être débuter en saluant ma sous-ministre Carole Arave, mon sous-ministre associé Roger Tremblay, la présidente directrice générale de la Commission des partenaires du marché du travail, et à vous, entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. C'est la première édition des rendez-vous virtuels de Service Québec. Et ça me tient vraiment à cœur parce que souvent, on entend dire qu'il y a des mesures, il y a des programmes, mais ils ne sont pas suffisamment connus. Et à chaque fois que je me promène au Québec, je reçois le même témoignage. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider à surmonter le manque de main-d'œuvre? Vous le savez, la population au Québec vieillit à un rythme effarant. Et à peu près tous les secteurs d'activité dans toutes les régions du Québec, ça freine le développement, la croissance des entreprises.
il faut s'assurer que l'État intervienne en collaboration avec les partenaires du marché du travail, parce que la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas qu'une responsabilité du gouvernement, c'est un défi de société et toutes les parties impliquées dans le développement économique du Québec doivent s'engager et faire ce qui s'impose. Et donc, les mesures et les programmes qu'on va vous faire connaître par le biais de ces rendez-vous-là vont vous aider à provoquer des réactions, à changer vos façons de faire, que ce soit en matière de financement, de recrutement, de gestion de vos ressources humaines ou d'augmentation de la productivité. Je pense qu'on y va sous tous les angles. Et je vous rappelle très simplement que notre plan d'action, il s'articule autour de 4 piliers. 1, intégration. Intégration de qui? Notamment les personnes en situation de handicap. Ça m'agace de constater qu'on a des retards avec le reste du Canada quant au taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Les personnes judiciarisées, les personnes qui sont issues des Premières Nations, les personnes bénéficiaires d'aide sociale. On a contribué à la réintégration en emploi de près de 91 000 personnes bénéficiaires de l'aide sociale depuis 2018. Les personnes judiciarisées, les personnes immigrantes, toutes ces clientèles-là vont jouer un rôle fondamental dans notre capacité québécoise de surmonter la pénurie de main-d'œuvre. Les jeunes, on en parle souvent, il y a à peu près 200 000 jeunes de 18 à 29 ans qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Il faut accompagner ces jeunes-là et ça passe beaucoup par la formation, la requalification, qui sont nos prochains piliers de notre plan d'action. Formation, vous l'avez vu, que ça passe par un accompagnement personnalisé ou par des formules en alternance travail-études. Il faut que ça réponde véritablement à vos besoins, puis les besoins sont multiples. C'est une des raisons pour lesquelles on a des conseillers, conseillères en entreprise qui sont répartis dans tous nos bureaux de Service Québec, qui peuvent vous rencontrer, établir un diagnostic, vous proposer un plan de formation et les incitatifs ou les subventions qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Il y a aussi les travailleurs expérimentés, on en parle constamment, les 60 à 69 ans. On a un travail à faire pour augmenter le taux d'emploi de ces personnes-là. On est en arrière quand on se compare à d'autres pays membres de l'OCDE et même au Canada, on a encore des efforts à faire. Puis ça va passer par plusieurs chemins, mais ça, il faut aussi mettre l'accent sur ces personnes-là. L'accroissement de la productivité, vous m'avez souvent entendu dire, il faut penser à la robotisation, à la numérisation, à l'intelligence artificielle, mais plus fondamentalement, il faut penser à l'amélioration des compétences numériques de nos travailleurs, puis même en littératie, on a du travail à faire. Mais chaque entreprise a ses particularités, mais j'ai fait des visites d'entreprise où je côtoyais des personnes trisomiques, autistes, qui travaillaient à côté des robots ou d'entreprises fortement automatisées. Ces personnes-là faisaient de la réception, de l'expédition, de l'emballage, et ça donne des résultats particulièrement impressionnants. L'intégration des personnes immigrantes, ça passe aussi par des programmes d'accompagnement pour permettre aux personnes immigrantes d'aller dans les régions et de répondre à nos besoins de main-d'œuvre. Et le programme des travailleurs étrangers temporaires, vous savez, il y a des assouplissements qui ont été négociés avec Ottawa qui sont entrés en vigueur pour la démonstration d'un affichage pendant un mois. C'est un assouplissement qui a été mis en vigueur en décembre. Dans certains secteurs, même plus affectés par la pandémie, comme le tourisme, l'hébergement, la restauration, en janvier, on est passé d'un seuil de 10 à 20 de travailleurs étrangers temporaires et ça bénéficie aussi à la transformation alimentaire, au commerce de détail et certains emplois aussi du domaine manufacturier. Je vais conclure en disant que les services publics d'emploi, non seulement sont là pour vous dans l'avenir, mais ils l'ont été aussi depuis un certain nombre d'années. Mais en 2020-2021, il y a plus de 17 000 entreprises qui ont entrepris une démarche
avec les services publics d'emploi, puis par le biais, comme vous savez, du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, qui est supervisé notamment par la Commission des partenaires du marché du travail. Il y a 1102 projets qui ont été financés, 53 000 entreprises, 174 000 personnes en ont bénéficié. Donc, il s'agit pour vous de prendre votre place, de lever votre main. Il y a de l'argent qui est disponible, il y a de l'accompagnement, il y a des intervenants qui ont les qualifications pour vous aider à relever le défi de la main-d'œuvre. Je ne vous dis pas que ça va être réglé demain matin. Comme vous le savez, la population va continuer de vieillir. Il y a un creux historique en 2030, mais ça nous impose un impératif incontournable. Il faut aussi améliorer nos conditions de travail. Ce n'est pas que les salaires, c'est la conciliation famille-travail, les avantages sociaux. Il faut faire preuve de créativité. Puis si on veut assurer la pérennité de nos entreprises, ça passe, selon moi, par de l'accompagnement qui est vraiment particulier et qui répond à vos besoins. Il y a un potentiel humain immense au Québec. Il y a des travailleurs qui demandent à ce qu'on contribue à rehausser leurs compétences pour répondre non seulement aux défis de main-d'œuvre, mais à l'économie de demain, à la transition énergétique. Et il y a aussi des entreprises qui ont une vision de l'avenir, qui veulent intégrer des personnes indépendamment de leur appartenance à une clientèle X, Y ou Z. Et bien sûr, l'immigration en fait partie. Donc, que ce soit pour la gestion de la diversité, pour le recrutement, pour mettre en place des plans de rétention, pour former ou rehausser les compétences de votre main-d'œuvre actuelle, pour mieux intégrer les personnes en emploi, indépendamment du profil des personnes à qui on pense. On est là pour vous accompagner, puis je souhaite profondément que ces rendez-vous virtuels-là, puis j'en ai la conviction intime aussi, vont répondre à vos besoins, puis n'hésitez pas, si vous avez des propositions à faire par le biais de partenaires que vous savez siègent à la Commission des partenaires du marché du travail, n'hésitez pas à le faire. Alors, je vous souhaite un bon rendez-vous, puis au plaisir de vous entendre et au plaisir de vous rencontrer. Merci. Bonne journée à tous et à toutes. Eh bien, merci, M. Boulay. Je pense que vos propos, effectivement, mettent très bien la table pour la suite de notre rencontre. Pour nous présenter maintenant les faits saillants de l'évolution du marché du travail québécois en contexte de pénurie de main-d'œuvre, j'invite la directrice de l'analyse et de l'information sur le marché du travail au secteur emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Gabrielle Nicole. Merci beaucoup, M. Barré. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter quelques mots sur le contexte et l'évolution récente du marché du travail. En fait, actuellement, le Québec est au moins aussi près du plein emploi qu'il pouvait l'être avant la pandémie. À regarder les données qui sont devant vous à l'écran, on peut croire que rien ne s'est passé en 2 ans. Toutefois, on sait bien que ce n'est pas le cas du tout. En 2 mois, en 2020, de février à avril, le Québec perdait plus de 800 000 emplois. Le fait que le marché du travail soit autant vigoureux actuellement est exceptionnel. Le taux d'emploi actuel est à un sommet historique à 77,2 %. Le taux de chômage de février 2022, quant à lui, a un creux historique à 4,5 %. Le taux de postes vacants n'a jamais été aussi élevé au Québec, se situe à 6 %. Le secteur de l'hébergement et de la restauration est le grand perdant parmi les secteurs d'activité depuis le début de la COVID-19. Vous voyez à l'écran les principaux secteurs d'activité ayant gagné et perdu le plus d'emplois depuis février 2020 en comparaison avec février 2022. Les ventes au détail robustes pendant la pandémie ont permis d'éviter le pire pour l'économie, associé avec la vigueur du secteur de la construction. Ça a permis aussi d'éviter le pire pour l'emploi dans le commerce de détail, avec, bien sûr, le commerce en ligne qui était en hausse. La fabrication a été fortement touchée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement et la rareté de main-d'œuvre peut y avoir limité la croissance, comme dans d'autres secteurs. Du côté de la finance, des assurances et de l'immobilier,
Ce secteur a profité de la vigueur des marchés boursiers et du marché immobilier. Du côté de l'enseignement, probablement plus de ressources nécessaires pour l'enseignement à distance et en alternance, peut-être plus de ressources en technologie de l'information expliquent les gains observés. Finalement, du côté des services professionnels, scientifiques et techniques, ce secteur poursuit sa course séculaire. Le nombre de postes vacants augmentait plus rapidement au Québec, mais depuis, il a bondi au Québec comme ailleurs au Canada et aux États-Unis. En fait, en 3 ans, le nombre de postes vacants avait doublé entre 2016 et 2019. Ensuite, il a presque doublé à nouveau entre 2019 et 2021 pour se situer actuellement autour de 238 000 postes vacants. Dans les derniers mois, la situation de hausse semble s'être stabilisée, mais il nous reste encore quelques mois pour constater cette stabilisation. La hausse observée depuis la pandémie a particulièrement touché les secteurs de l'hébergement et de la restauration qui accusent un retard important en termes d'emploi, comme je vous le disais précédemment. Le secteur aussi de la santé et de l'assistance sociale, mais cela dit, la majorité des secteurs d'activité et des régions au Québec ont enregistré des hausses. Le nombre de postes vacants est demeuré plus élevé qu'avant la pandémie dans plusieurs pays. Il a aussi atteint des niveaux records dans certains d'entre eux. Outre le Canada et les États-Unis, c'est le cas en Australie et au Royaume-Uni. Si on regarde le long historique disponible aux États-Unis, les taux de postes vacants sont probablement à leur plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. La pandémie, la crainte de contracter le virus et les absences qu'il a causées, ainsi que les problèmes de chaîne d'approvisionnement associés, sont les principales causes des bons observés dans le nombre et le taux de postes vacants au cours de la dernière année. Ces problèmes, notamment ceux reliés à la chaîne d'approvisionnement, semblaient être en voie de se dissiper en début d'année, avant l'invasion de l'Ukraine. Mais leur persistance a mené à l'augmentation des prix qu'on connaît, donc à l'inflation, et aux hausses de taux d'intérêt qui sont attendues et qui pourraient avoir un impact sur la pérennité de la reprise. Devant ces constats sur les postes vacants, c'est bon de se rappeler que le Québec n'est pas seul. Considérant le taux d'emploi au Québec, qui est un des plus élevés parmi les pays de l'OCDE chez les 15-64 ans, ainsi que les tendances démographiques que l'on connaît ici, c'est-à-dire que le vieillissement démographique est grand au Québec comparativement au reste du Canada, il faut s'attendre à une croissance plus rapide de l'emploi, probablement ailleurs au Canada. La pénurie de main-d'œuvre se fait davantage sentir pour les emplois qui demandent peu de compétences et qui sont moins bien rémunérés. Les données à cet effet-là sont révélatrices. On peut constater en regardant le tableau qu'environ 50% des postes vacants sont liés à des postes qui nécessitent peu de qualifications. Les chômeurs, quant à eux, ont un profil plus scolarisé. On peut voir qu'environ 2/3 des chômeurs ont au minimum un diplôme d'études postsecondaires. La conséquence de ça, c'est une forme d'inadéquation entre les postes qui sont disponibles et le profil des personnes disposées à occuper ces emplois. Pour agir face à la pénurie, le Québec peut encore accroître la participation au marché du travail des groupes sous-représentés, mais sa principale marge de manœuvre pour soutenir la croissance économique réside dans l'augmentation de sa productivité. Certains groupes traditionnellement sous-représentés sur le marché du travail sont déjà plus nombreux au Québec qu'ailleurs à participer au marché du travail. C'est le cas des femmes et des jeunes qui ont des taux d'emploi parmi les plus élevés des provinces canadiennes là, au Québec. Mais comme le disait M. le ministre, il reste du travail à faire. Une attention doit être portée aux autres groupes sous-représentés, par exemple les personnes immigrantes, les personnes autochtones, les travailleurs expérimentés et les personnes handicapées aussi. Au chapitre de la productivité, le Québec est significativement en retard sur les autres grandes provinces canadiennes et encore plus en retard sur les autres pays avancés. Mais on peut se poser la question, la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que c'est une opportunité ou une crise? Le Québec a quand même connu depuis quelques années une performance économique qui se démarque de la plupart des autres provinces. On a observé une croissance plus rapide de la rémunération des travailleurs, du PIB, du profit des entreprises. La pénurie de main-d'œuvre n'affecte pas la croissance économique si elle est compensée par des hausses de productivité. Le cas de la Colombie-Britannique est éloquent à cet effet-là. Les entreprises peuvent donc s'ajuster en employant davantage de personnes issues de groupes sous-représentés.
ou en revoyant l'organisation du travail, en accentuant la mécanisation, l'automatisation, la robotisation de plusieurs tâches, notamment celles effectuées par des employés peu qualifiés qui occupent des emplois de moins bonne qualité et qui sont moins bien rémunérés. Alors, Bertrand, je vous laisse sur ces questions. Merci. Bien, c'est nous qui vous remercions, Madame Nicole. Très intéressant. Pour relever les défis de main-d'œuvre et d'emploi qui sont liés justement aux données économiques et à l'analyse qu'en fait celle-ci, mais surtout pour vous présenter les programmes, mesures et services offerts aux entreprises, j'invite maintenant le sous-ministre associé à Emploi Québec au sein du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, lequel agit également comme secrétaire général de la Commission des partenaires du marché du travail, M. Roger Tremblay. Bonjour, à mon tour de vous saluer toutes et tous réunis ce matin là, pour cette première édition là, des rendez-vous de l'emploi. Donc, moi, je vais prendre les prochaines minutes à vous parler de l'offre de services publics d'emploi pour relever les défis, les opportunités que le ministre et Gabriel viennent d'énoncer. Ma collègue Audrey Meuret fera de même avec les mesures de la Commission des partenaires du marché du travail. En ce qui a trait aux mesures des services publics d'emploi, l'approche est davantage individuelle, alors que du côté de la CPMT, c'est une approche qui est davantage collective. Alors moi, je vais m'attarder aux mesures individuelles pour vous aider à relever ces défis de l'enjeu de main-d'œuvre, donc de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je vais y aller assez rondement sur la présentation. Donc, évidemment, en termes de besoins, ce que ça peut nécessiter comme besoin, ces enjeux de main-d'œuvre-là, là où ça nous rejoint, le ministère, évidemment, c'est que notre ADN du côté des services publics d'emploi, c'est vraiment le soutien à la gestion des ressources humaines des entreprises sous toutes ses formes. Et là, on va parler, par exemple, d'amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines, d'attraction et d'embauche du personnel, évidemment, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est très important. La formation de la main-d'œuvre, la fidélisation, etc. Et évidemment, travailler sur l'organisation du travail, la bonification de la qualité de vie au travail et l'augmentation de la productivité. Gabriel l'a nommé, c'est important. Évidemment, sous l'angle du développement des compétences de la main-d'œuvre pour être en mesure de soutenir cette amélioration de la productivité-là. Et s'il y a quelque chose que vous devez retenir de ma présentation d'une dizaine de minutes aujourd'hui, c'est que sachez que dans tous les coins du Québec, où que vous soyez, il est possible pour vous d'avoir accès à un ou une conseillère aux entreprises pour vous accompagner dans vos projets de développement et dans le développement de votre fonction ressources humaines. Alors, nous avons 160 bureaux au Québec. Tous les bureaux sont représentés par des conseillers aux entreprises là, pour vous accompagner dans vos différents projets. Donc, évidemment, la gestion des ressources humaines, c'est notre ADM, c'est notre trame de fond pour faire en sorte de relever les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre. Et nous, évidemment, le postulat que nous faisons, c'est que l'amélioration de la gestion des ressources humaines peut avoir un effet direct sur la productivité et la compétitivité des entreprises, mais aussi sur l'attraction, votre capacité à attirer et à retenir du personnel. Alors, je vais développer un petit peu. Il y a différentes façons pour vous. D'abord, je sais qu'aujourd'hui, il y a la grande majorité des entreprises qui participent au webinaire. Ce sont de petites et moyennes entreprises, donc moins d'une centaine d'employés, souvent sans service des ressources humaines. Donc, c'est important pour vous d'être capable d'établir quels sont vos besoins en termes de développement des ressources humaines. Nous mettons à la disposition des entreprises un outil d'autodiagnostic qui est accessible sur le web. Vous avez l'adresse ici. Donc, il est possible pour vous d'établir ce diagnostic-là pour être capable de savoir quels sont vos besoins et vos opportunités de développement au regard de cette fonction-là. Vous avez également accès à des services en ligne, notamment notre nouveau service de placement en ligne, le Québec Emploi, des outils d'information sur le marché du travail pour vous aider notamment à établir des descriptions d'emploi ou à travailler vos stratégies de recrutement. Il y a également sur le site emploiquebec.net des différents outils là, qui vous permettent de développer votre fonction ressources humaines. Et évidemment, il y a le site La Zone d'entreprise sur québec.ca qui vous permet aussi d'accéder à différents services en ligne. Si toutefois vous souhaitez aller plus loin et là vraiment avoir recours à des services là, de l'équipe des conseillers et conseillères aux entreprises, ils sont plus de 260 au Québec dans les 160 bureaux que j'ai nommés tout à l'heure. Donc, vous pouvez avoir recours à leurs services, notamment pour vous soutenir dans l'aide au recrutement. Alors, sachez qu'il existe du soutien financier et des ressources
incroyables là, pour vous accompagner dans vos projets de recrutement de personnel. Nous avons notamment des subventions salariales qui permettent de financer à l'embauche des candidats pour assurer leur meilleure intégration possible dans votre entreprise, possibilité d'avoir de l'accompagnement, de la formation, mais également une compensation financière là, pour l'embauche de ces personnes-là. Je vais y revenir. Il est possible également d'avoir recours à des mesures plus spécifiques pour certaines clientèles, notamment les contrats d'intégration au travail, pour vous aider à adapter vos postes de travail pour y intégrer des personnes en situation d'handicap. Et il y a également, évidemment, ça vous en entendez beaucoup parler sans doute, le recrutement hors Québec. Donc, à cet égard-là, pour le recrutement hors Québec, bien, vous le savez qu'il existe le programme des travailleurs étrangers temporaires pour lequel des mesures d'assouplissement ont été annoncées par notre ministre l'été dernier. Ces mesures sont à se mettre en œuvre graduellement et vont vous permettre d'avoir accès à une vaste plus importante de professions ciblées à l'intérieur du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, il est possible pour vous de pouvoir bénéficier d'un accompagnement du ministère pour avoir recours au programme des travailleurs étrangers temporaires. On va également vous aider à établir les ponts avec le ministère de l'Immigration pour pouvoir avoir accès aux différentes journées de recrutement à l'étranger qu'organise le ministère de l'Immigration et de la francisation. Donc, voilà pour l'aide au recrutement. Comme autre projet ou besoin dont vous pourriez constater ou avoir le suite, notamment à la complétion du diagnostic là, sur votre fonction RH, évidemment, c'est le développement des compétences de votre main-d'œuvre. On dit souvent qu'en contexte de pénurie de main-d'œuvre, que la formation, le développement des compétences de votre personnel est sans doute un gage de fidélisation, puis de rétention de votre personnel dans votre entreprise. Alors, nous sommes en mesure de pouvoir vous aider, vous accompagner dans l'établissement de vos besoins de formation et dans la mise en œuvre de ces besoins de formation-là. Habituellement, on va financer jusqu'à 50 de vos projets de formation et dans le cas de développement de nouvelles technologies, de transformation numérique de vos entreprises ou même de transition verte, on va aller jusqu'à 85 de soutien financier là, pour le premier 100 000 $. Donc, alors c'est vraiment une mesure intéressante là, dont on vous invite à bénéficier, bien sûr. Donc, il y a aussi possibilité, dans le cadre de la mesure de formation en entreprise, de vous accompagner pour des projets de francisation. Je viens de parler du recrutement d'étrangers. Donc, il y a de plus en plus de besoins de francisation en milieu de travail. Dans ces cas ici, on est en mesure de vous accompagner jusqu'à hauteur de 100 de vos frais de francisation de votre personnel en milieu de travail. Gabriel l'a nommé, le ministre l'a nommé également. On a fait des avancées incroyables sur nos taux d'emploi des clientèles surreprésentées sur le marché du travail, mais on a encore quelques gains à faire. Et là, évidemment, ça implique une ouverture plus grande à la diversité en milieu de travail. Donc, ça veut dire d'accueillir des clientèles qui sont habituellement moins présentes. On pense, entre autres, aux personnes en situation de handicap, la clientèle autochtone, les personnes judiciarisées, les travailleurs expérimentés, même les personnes issues des communautés anglophones dans les régions où il y a une plus forte concentration, les prestataires d'aide financière de dernier recours également. Donc, on vous encourage fortement à développer, si ce n'est déjà fait, et à créer une culture organisationnelle qui est ouverte à accueillir ces clientèles-là, qui peuvent vous donner de très, très bons services. Et on peut vous accompagner dans ce potentiel-là. On a notamment, pour deux clientèles, on a des subventions salariales, je l'ai nommé tout à l'heure, des subventions salariales qui vous permettent d'accueillir des clientèles sous-représentées. Dans le cas des clientèles issues des membres des Premières Nations et des Inuits, et des clientèles immigrantes, on a des taux d'accompagnement ou de remboursement qui sont plus élevés encore que ce qu'on va faire habituellement pour les clientèles, les autres types de clientèles. Donc, on vous invite à communiquer avec nos bureaux pour avoir accès à des référencements de clientèle là, qui sont issus de ces groupes sous-représentés. Et on peut vous accompagner également pour l'accompagnement, l'intégration de la personne embauchée et la formation de celle-ci au-delà de la subvention salariale. J'ai parlé des changements technologiques et de la productivité. Évidemment, le ministère, on ne financera pas d'implantation de nouvelles technologies, mais on va vous accompagner par contre pour faire en sorte que la main-d'œuvre qui doit composer avec ces nouvelles technos-là, ces transformations numériques-là de vos entreprises puissent être formées adéquatement pour être en mesure d'opérer ces équipements-là. La formation du personnel contribue très largement, tout comme les investissements dans les nouvelles technologies,
à rendre vos entreprises plus compétitives et à contribuer à l'augmentation du PIB. Donc, c'est un investissement important que la formation en entreprise. Donc, et on va pouvoir vous accompagner, comme je le disais, jusqu'à hauteur de 85 %. Donc, je pense que ça fait le tour. Je vous invite à aller sur le site de Service Québec pour aller, en entrant votre code postal, de pouvoir savoir quel est le bureau de Service Québec qui est le plus près de votre entreprise pour que vous puissiez bénéficier de ces services-là. Voilà, Bertrand, je te redonne la parole. À toi de poursuivre. Merci tout le monde. Bien, merci, M. Tremblay. Voilà une présentation, ma foi, plutôt rapide, mais qui fait fort bien le tour de l'ensemble des programmes, mesures et services qui sont effectivement offerts aux entreprises. Si vous voulez bien, maintenant, on va regarder ensemble quelques témoignages de dirigeants d'entreprises qui ont bénéficié des interventions des services publics d'emploi. Avec les défis d'embauche qu'on a présentement, particulièrement en région, aller chercher des travailleurs de l'extérieur, c'est devenu un peu une étape impossible à éviter. Il y a plusieurs entreprises qui manquent de main-d'œuvre. Pourquoi pas faire travailler des gens différents? De pouvoir avoir une aide financière du gouvernement, c'est sûr que ça vient nous aider énormément. C'est ça qui forme vraiment un bon noyau d'équipe. Tu mets les bonnes personnes aux bonnes places. On est allé chercher d'autres travailleurs récemment. Il y a d'autres programmes aussi, comme les programmes Passe Action. On a également eu de l'aide dans la dernière année pour être plus productif, se mettre à jour aussi dans les nouvelles technologies. C'est évident que quand une recette fonctionne, on la répète. Nous allons maintenant discuter avec une personne qui connaît bien la fonction de service conseil auprès des entreprises. Il s'agit de Mme Stéphanie Chorel, laquelle occupe un poste de conseillère régionale des services aux entreprises à la Direction régionale de Services Québec en Mauricie. D'abord, bonjour Stéphanie. Bonjour Bertrand, bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous, puis surtout de vous prêter à l'exercice. C'est très gentil de votre part. Alors, on l'a entendu tantôt, il y a beaucoup de programmes mesures-services qui sont offerts aux entreprises au Québec. Ces services-là sont offerts par des conseillers et des conseillères. C'est peut-être intéressant pour nous de nous expliquer en quoi exactement consiste le rôle des conseillers auprès des entreprises. Bien sûr. Bien, dans un premier temps, je tiens à préciser que les conseillers et conseillères aux entreprises connaissent bien les enjeux et défis du marché du travail auxquels sont confrontés les employeurs. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les entreprises dans la recherche de solutions adaptées à leur réalité en matière de gestion des ressources humaines. Et peut-être plus en détail, pourriez-vous me dire qu'il y a une approche que vous avez auprès des employeurs, il y a une approche d'intervention. Comment celle-ci est-elle structurée? Bien, tout d'abord, on va prendre le temps d'écouter l'employeur. On va prévoir une rencontre là, avec lui pour lui demander de nous parler de ses défis, de ses enjeux, des situations problématiques qu'il vit au sein de son entreprise, aussi de ses différents projets. Par la suite, on va l'inviter à remplir le portrait là, dont M. Tremblay nous a parlé précédemment, le portrait RH, qui est un outil en ligne qui a été développé par notre ministère. Ça va permettre à l'employeur d'avoir une vision globale de ses pratiques actuelles en matière de gestion des ressources humaines, que ce soit au niveau de l'accueil-intégration, de l'attraction de la main-d'œuvre, développement de la main-d'œuvre, les modes de communication interne, la planification de la relève. Puis de cette façon-là, on va avoir en tant que conseiller, conseillère, un portrait global. On va bien connaître la réalité de l'entreprise, puis ça va faciliter par la suite la recherche de solutions. Puis aussi, on va, avec l'employeur, identifier des actions prioritaires à mettre de l'avant en fonction, bien sûr, de ses objectifs. D'ailleurs, j'invite les employeurs qui sont en ligne présentement à aller remplir l'autoportrait RH. Il y a aussi des outils disponibles, fait que c'est très aidant. Écoutez, Monsieur le ministre en a parlé, Roger Tremblay en a parlé également. On parle d'accompagnement auprès des employeurs. Quelle forme, justement, prend cet accompagnement? En fait, on travaille d'abord et avant tout à déterminer le besoin de l'employeur en matière de main-d'œuvre. Donc, c'est une approche très personnalisée. Donc, par exemple, si l'employeur a des problématiques de roulement de personnel, des gens qui quittent, on va prendre le temps d'essayer d'identifier la source de la problématique. Donc, de voir est-ce que les conditions de travail sont compétitives, est-ce que présentement, le climat de travail est bon, est-ce que les employés quittent tous pour la même raison. Donc, à partir du moment où on va avoir identifié la source du problème, on va être en mesure de convenir d'un plan d'action avec l'employeur, puis des actions à poser, en fait, pour redresser la situation. Bien justement, parmi ces actions-là, est-ce que c'est carrément le conseiller qui réalise les interventions qui sont planifiées avec l'employeur?
Le conseiller et les conseillers conseillères aux entreprises, c'est des généralistes en gestion des ressources humaines. Donc, quand va venir le temps d'intervenir sur des éléments très pointus, très spécifiques, on va plutôt inviter l'employeur à se tourner vers des ressources spécialisées en ressources humaines, notamment des consultants. Puis après analyse, on va évaluer le niveau d'aide financière qui sera octroyé pour réaliser le mandat. Conseiller, conseillère demeure présent auprès de l'employeur tout au long du mandat. Le but, bien sûr, c'est de s'assurer que les objectifs sont atteints, mais aussi pour faire les redressements ou les ajustements nécessaires là, en cours de route. Bon, vous venez de parler de financement. Comment l'aide financière qui est octroyée aux entreprises, de quelle manière est-elle versée? Oui, bien, dans un premier temps, je tiens à préciser que peu importe la région où vous faites affaire, là, on a vu précédemment qu'on a des conseillers dans chacune des régions. Les étapes que je viens vous préciser, ce sont les mêmes partout. Toutefois, l'octroi de la subvention va être modulé en fonction du contexte de l'entreprise, de sa réalité, aussi des résultats qu'on va avoir obtenus avec l'autoportrait RH, puis de l'analyse du conseiller. L'aide financière va varier entre 50 et 85 %, mais je le rappelle, l'octroi de la subvention fait suite là, à une analyse qui aura été réalisée par le conseiller conseillère. Écoutez, j'ai le goût de vous poser cette question-là. C'est quoi les avantages de faire affaire avec un conseiller des services aux entreprises? Bien, il y en a plusieurs. Mais en fait, déjà, les conseillers conseillères connaissent très bien le champ d'intervention qu'est la gestion des ressources humaines, connaissent bien le milieu aussi dans lequel évolue l'entreprise. Donc, on est des gens dévoués, professionnels, disponibles aussi pour répondre aux questions des employeurs. Puis, on travaille aussi en étroite collaboration avec les différents intervenants du milieu. D'ailleurs, je tiens à préciser, on a des mécanismes qui ont été développés, qui ont été mis en place pour assurer un continuum de services entre les différents ministères. Précédemment, on parlait d'intégration de personnes qui sont issus d'immigration. Donc, on va avoir un continuum de services avec nos collaborateurs du MIFI. Puis, il y en est de même aussi pour les collaborateurs du ministère de l'Économie via Investissement Québec, donc pour des projets d'augmentation de la productivité ou pour des entreprises qui voudraient opérer un virage numérique. Donc, pour un employeur, c'est très facilitant. Ah, j'imagine, en effet. Écoutez, peut-être nous rappeler de quelle manière, justement, on peut entrer en contact avec un conseiller des services aux entreprises. Bien, de plusieurs façons, en fait, par téléphone, courriel ou en se rendant directement là, dans les bureaux de Service Québec de votre localité. Alors, écoutez, en terminant, peut-être le meilleur conseil que vous puissiez donner à un employeur qui souhaite soit recruter de nouveaux employés, former sa main-d'œuvre ou encore améliorer la gestion de ses ressources humaines, ça serait quoi? Bien, on ne le dira jamais assez, Bertrand. Là, les ressources humaines sont vraiment au cœur de la stratégie d'affaires des entreprises. Donc, communiquez avec nous. Les conseillers conseillères aux entreprises sont là vraiment pour vous accompagner puis pour vous aider dans tous les aspects de la gestion des ressources humaines. Bien, écoutez, Stéphanie, pour toutes vos réponses aux questions qu'on vous a posées, un grand merci à vous. C'est très gentil. Merci. Merci encore une fois. Et puis, on invite les gens qui sont avec nous à ne pas hésiter à recourir au service des conseillers des services aux entreprises dans les différents bureaux de Service Québec dans la province. Notre prochain invité assume la présidence de la Commission des partenaires du marché du travail, une instance partenariale de concertation nationale en faveur de l'emploi et de la main-d'œuvre. Pour nous présenter de quelle manière la Commission soutient les interventions en entreprise, je cède maintenant la parole à sa présidente, Mme Audrey Murray. Bonjour Bertrand, merci. Vous m'entendez bien? Salutations à tout le monde. Alors, je vais compléter le tour de piste de ce midi. En fait, merci à mes collègues pour vous présenter effectivement une approche et des programmes qui sont propres à la Commission des partenaires. Rapidement, retenez que la Commission des partenaires, pour ceux et celles qui ne la connaissaient pas, en fait, elle rassemble les gens, les leaders du monde de l'emploi et les programmes que je vous présente aujourd'hui, donc, sont le fruit de leur travail. Là, on a bâti ça ensemble et ils s'inscrivent bien sûr en complémentarité là, des programmes et de l'approche qui a été présentée là, par Roger Tremblay puis Stéphanie Charest. Donc, je ne reviens pas sur le contexte du marché du travail, peut-être pour renforcer un message qu'on vous a tous partagé, l'importance de diagnostiquer vos besoins. En ce moment, le monde de l'emploi partout dans le monde, pas juste au Québec, est traversé par des grandes transformations, que ce soit celui de la démographie, la transformation numérique, la transition verte. Donc, bien entendu, ça a un impact important sur les entreprises et la fonction RH, comme on vient de le dire, ressources humaines, devient critique, doit se hisser à des niveaux stratégiques dans les entreprises pour être en mesure de trouver le bon modèle, parce que chaque entreprise, chaque secteur rencontre ses défis
à travers ça qui lui sont propres et avait un point de départ qui lui est propre. Alors, il faut bien sûr adapter tout ça. Donc, avec la loi du 1 %, vous le savez, là, qui est une obligation d'investir en formation continue, les entreprises qui n'investissent pas leur montant le versent dans un fonds et la commission, dans le fond, retourne ces argents-là en permettant d'investir, de financer des projets de formation pour des entreprises. Et on a parlé amplement là, depuis le début de cette rencontre là, sur pourquoi, même si les causes peuvent être multiples, pourquoi la formation, la qualification, la requalification peut être une clé de solution. Ce n'est pas la seule aux enjeux de main-d'œuvre que vous rencontrez. Donc, je vais me plonger un peu pour vous expliquer la particularité. Donc, Roger et Stéphanie là, vous ont parlé d'une approche par entreprise. Il y a 3 programmes que je vais vous présenter là, dans quelques secondes, mais pour vous dire que la particularité, c'est que ce sont des promoteurs collectifs qui peuvent bâtir ces projets de formation avec minimum 2 ou 3 entreprises. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a à l'écoute, bien sûr, des entreprises qui sont intéressées là, à comprendre les moyens. Ces entreprises-là peuvent interpeller des promoteurs. Je vais vous présenter qui ils sont. Mais je pense qu'on a aussi des organisations avec nous ce midi qui pourraient se qualifier comme promoteurs collectifs et donc être un coordonnateur qui va rassembler des besoins communs à plusieurs entreprises pour présenter des projets dans les programmes de la CPMT. Donc, vous voyez à l'écran donc, des exemples de promoteurs collectifs qui sont reconnus. Bien sûr, là, vous pouvez entrer en communication avec nous pour vous en assurer avant de bâtir un programme de formation. Mais j'aimerais mettre l'emphase sur le fait que la Commission travaille en particulier avec les comités sectoriels de main-d'œuvre. Il y a 29 comités sectoriels de main-d'œuvre au Québec, donc qui sont dédiés à leur secteur d'activité. Et vous pouvez, encore une fois, pour les entreprises qui sont avec nous, ce sera une clé si vous êtes intéressé au programme que je vous présente, sur lequel que vous pourrez utiliser, dans le fond, pour communiquer avec eux et voir l'offre de formation qui est déjà disponible ou exprimer un besoin qui concordera peut-être avec d'autres entreprises. Donc, ce sera possible de vous joindre ou de bâtir un projet de formation sur mesure pour répondre à vos besoins. Donc, le premier programme dont je vais vous parler doit rassembler effectivement là, dans le projet de formation 2 ou 3 entreprises minimum. Là. Il vise à financer à hauteur de 50 là, les dépenses admissibles, dont les salaires, bien sûr, des travailleurs-travailleuses qui bénéficient du projet de formation pour de la formation technique et non technique. Donc, ici, on peut autant parler d'une mise à niveau des compétences pour, dans le fond, des fonctions qui existent déjà, ou encore une mise à niveau des compétences qui correspond à une évolution dans vos processus de travail, dans la qualification ou la requalification que vous souhaitez faire. À noter que ce n'est pas écrit ici, mais quand il s'agit de francisation ou encore de formation de base, donc ce qu'on appelle les formation des compétences en littératie et numération, on peut financer 100 des frais qui sont admissibles. Et vous voyez que c'est possible aussi, comme le disait Stéphanie, de financer d'abord une analyse de besoin avant le projet de formation en tant que tel pour être capable de bien vous accompagner. Donc, et les projets peuvent durer 3 ans. Donc, ça, c'est le premier programme. Le deuxième, le ministre y a fait référence. Donc, la commission a mis sur pied là, avec le ministère, avec les partenaires, un parcours d'alternance travail-études. On appelle ça les COUD dans notre langage. Donc, l'idée ici, on a 3 volets maintenant là, de COUD. Il s'agit de faire affaire avec un promoteur là, qui réunit plusieurs entreprises pour être capable de soutenir la qualification ou la requalification. Donc, ici, ça peut être une main-d'œuvre que vous venez de choisir, qui n'a pas nécessairement les qualifications dont vous souhaitez, mais vous pouvez les mettre dans un programme d'alternance travail-études qui vont leur permettre d'acquérir une formation courte offerte soit par les centres de services, par les cégeps et maintenant également par les universités. Et sans aller dans le détail, donc vous voyez là, qu'il y a quand même le soutien financier est généreux, donc on peut payer jusqu'à 15 000 20 000 dépendamment du volet en valeur du temps que la personne a mis en formation. Donc bien sûr, l'entreprise doit prendre une part de l'engagement en soutenant le salaire pendant que les personnes sont en emploi, même s'ils ne sont pas encore qualifiés, mais nous payons la portion du temps où la personne est en formation. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs volets. Peut-être vous dire, donc, on a un volet général pour des formations courtes, cégep, centre de service. On a maintenant un volet aussi qui vise à soutenir
le volet génie et technologie de l'information, donc plusieurs formations courtes offertes, mais également par les universités. Et on a un grand programme national en ce moment pour les services de garde. Et finalement, le troisième sur lequel je voulais mettre l'emphase, c'est Ambition Compétences. C'est un programme qui permet à la CPMT de cibler une priorité et d'être plus généreuse dans son soutien financier. Donc, on souhaite que ça soit un incitatif auprès là, des entreprises et que les promoteurs, bien sûr, puissent porter ces projets. Alors ici, on a lancé en début d'année un appel à projet pour soutenir à hauteur de 85% des dépenses admissibles, dont les salaires des gens en formation, les projets ou les analyses de besoins qui viennent soutenir la transformation numérique et la transition verte dans les entreprises. Donc, un exemple concret, parce qu'il y a des secteurs qui sont déjà avancés là, sur le volet de la transition verte en électrification des transports, bien, on est capable avec ce programme de soutenir. On a un projet là, qui est sous étude, mais la mise à niveau des compétences des mécaniciens et des carrossiers là, qui vont devoir prendre en charge un parc automobile électrifié. Donc, c'est vraiment un programme dans lequel il y a 50 millions en ce moment. Là, donc, on souhaite lever des projets. Même chose au niveau de la transformation numérique qui peut être bien sûr une des solutions pour diminuer le nombre de ressources dont on a besoin dans les entreprises là, pour relever le défi. Donc, c'est les trois programmes sur lesquels je voulais mettre l'accent. Bertrand, peut-être juste dire que vous allez trouver sur notre site aussi, on appelle un dernier projet Évolution compétences. Ici, on est plus dans des appels à projets ciblés pour innover. Et donc, je veux quand même me permettre de souligner, sans aller dans le détail, donc la commission a ce programme qui lui permet de payer jusqu'à 100% des frais là, pour être capable d'expérimenter en entreprise avec des organismes qui se lient ensemble pour résoudre les enjeux de main-d'œuvre en misant sur le développement des compétences. Alors, voilà ce que je voulais mettre au jeu pour aujourd'hui. Bien, merci Mme Murray. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a effectivement beaucoup de ressources qui sont disponibles pour les employeurs qui veulent soit faire de la formation ou encore s'occuper de la gestion de leurs ressources humaines. C'est maintenant temps de répondre à quelques questions qui nous ont été adressées depuis le début de cette rencontre. Alors, je vais en prendre une première qui m'est adressée par le modérateur. Celle-ci s'adresse à M. Roger Tremblay. Alors, M. Tremblay, une question pour vous, je la lis. Notre entreprise a un bureau chef dans une région qui s'occupe des ressources humaines et plusieurs succursales dans d'autres régions de la province. Comment faire pour ne pas être obligé de compléter une demande par établissement quand il s'agit de la même formation ou des mêmes activités qui nous intéressent? C'est lourd à gérer, surtout quand on est en manque de personnel. Alors, M. Tremblay, peut-être? Oui, excellente question. En fait, ça nous avait déjà été demandé là, dans des rencontres subséquentes, là, notamment pour certains acteurs de l'industrie touristique, donc avec des multi-établissements. Dans ces cas-là, moi, c'est sûr que moi, je vous inviterais, là, dans le cas de la région où se trouve le bureau chef, la maison mère de l'entreprise, peut-être d'avoir une discussion avec la direction régionale pour voir comment il pourrait être abordé un projet qui serait le même dans plusieurs établissements, dans plusieurs régions du Québec, de pouvoir en faire une seule analyse et d'être capable de l'appliquer à l'ensemble du groupe de l'entreprise en question. Mais je pense qu'il faut d'abord ouvrir une conversation à ce sujet-là avec les responsables régionaux des services aux entreprises là, pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait en la matière. Ce n'est pas nécessairement une approche qui est systématique et qui est privilégiée parce que dans l'échange tout à l'heure, Bertrand, avec Stéphanie, vous avez parlé de l'approche d'intervention. C'est sûr que, évidemment, on souhaite pouvoir appliquer l'approche d'intervention dans toutes les demandes que nous recevons des entreprises, mais dans un cas comme ça, je pense que l'analyse peut être faite à la hauteur du groupe en question pour voir quelles sont les réponses possibles globales qui peuvent être données aux besoins. Parce que oui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, effectivement, même dans les entreprises qui ont plus de capacité au niveau des ressources humaines, il y a là aussi des enjeux de main-d'œuvre importants que l'on constate. Bien, merci à vous. Deuxième question qui nous est adressée, celle-ci s'adresse à Mme Murray. On a parlé tantôt des promoteurs collectifs en matière de formation. Quels sont les avantages de participer à un projet collectif de formation?
Et en fait, je pense que d'abord, c'est qu'il y a une prise en charge par un promoteur pour accompagner les entreprises qui font partie du projet, qui analyser leurs besoins et être capable de trouver une stratégie de formation qui va être adaptée aux entreprises. On sait qu'en ce moment, un des enjeux en lien avec la formation pour les entreprises, c'est qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre, ils ont des enjeux de main-d'œuvre. Donc, libérer des gens pour aller en formation, c'est en soi là, un défi, puis un investissement qui demande du courage là, quand on choisit ce levier-là. Donc, faire affaire avec un promoteur, ça veut dire que le promoteur va travailler pour les entreprises pour adapter la stratégie de formation ou le parcours de formation pour que les entreprises soient en mesure de prendre cette alternance-là ou organiser, là, dans le fond, sa stratégie. Ça permet souvent, on le voit dans les projets qu'on finance, là, le ministre en a parlé, là, on a eu quand même 58 000 entreprises l'année dernière, 174 000 travailleurs, travailleuses qui ont bénéficié de nos programmes. Ça permet une mise en commun, une mutualisation. Dans le fond, on voit qu'on rassemble souvent des petites, moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement de direction de ressources humaines ou de personnes dédiées à la gestion des ressources humaines. Alors souvent, le promoteur va devenir un peu un impartiteur et il va aider, dans le fond, la PME à être capable de s'associer et de mutualiser les forces là, de chacune pour former. Puis peut-être, Bertrand, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, là, je voulais le spécifier. Il faut comprendre que nos programmes s'adressent aussi aux gestionnaires. Et on peut penser que, notamment dans l'approche sectorielle, quand on prend le secteur manufacturier ou le secteur des services, en ce moment, les transformations qui ont cours, elles se ressemblent à travers chacune des entreprises. Là. Et quand on pense à nos gestionnaires là, qui ont bien besoin de soutien aussi là, dans les défis de main-d'œuvre actuels, là, bien, il y a vraiment matière à pouvoir mutualiser, je pense, des stratégies de formation adaptées là, pour permettre à un secteur au complet de rehausser sa stratégie puis de se positionner économiquement là, de façon positive. Bertrand, si tu me le permets, je ferai un lien entre la question posée à Audrey et la question qui m'a été posée à moi. Dans le cas des programmes de la CPMT, un franchiseur, par exemple, si c'est dans le cas du premier, la première question, c'était un franchiseur peut être reconnu comme promoteur collectif et pouvoir piloter un projet pour l'ensemble de ses franchises. Alors, il y a cet élément-là aussi qui peut être intéressant si c'est le cas. Là. Très bien, merci. M. Tremblay, justement, j'ai une autre question pour vous qui vous est adressée. Est-ce qu'il existe des programmes, subventions, accompagnement ou autres qui s'adressent spécifiquement aux organismes communautaires? Bien sûr, les organismes communautaires sont admissibles aux mesures et services d'emploi, comme le sont toutes les entreprises à but lucratif. C'est-à-dire, donc, les organismes communautaires peuvent avoir recours aux programmes et services d'emploi. Il est même prévu un soutien financier plus important là, pour accompagner ces entreprises-là. Donc, il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucun problème à pouvoir bénéficier des services publics d'emploi du côté des services aux entreprises pour les organismes communautaires. Merci à vous. Une autre question, cette fois-ci à Mme Murray, encore une fois. Concernant les programmes de formation de courte durée, les COUD que vous avez mentionnés tout à l'heure, il est demandé si l'employé a déjà débuté une formation dans un diplôme d'études professionnelles. Est-ce possible pour lui d'avoir accès néanmoins au programme? Bien, en fait, là, je ferai attention au cas par cas, puis j'inviterai vraiment la personne à se référer sur notre site à une adresse courriel, le partenaire, pour faire la demande, parce que c'est sûr qu'il pourrait peut-être y avoir une opportunité. Il faudra voir est-ce que la personne est déjà soutenue financièrement par des programmes qui relèvent là, du MTS ou pas. Est-ce que là où elle est rendue dans le parcours, elle pourrait se joindre à un groupe qui est en marche? Donc, je dirais que le réflexe est bon de se poser la question. Puis aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est exactement allumer ce genre de questions et de lumière. Mais là, je veux faire attention parce que le contexte est très particulier. Plutôt référer la personne à notre site, qui n'est pas très joli. Là, on est en train d'en faire un nouveau, mais vous avez la bonne information. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, encore une fois, pour M. Tremblay. On demande de rappeler quel est le nom de la subvention salariale qui s'adresse aux personnes issues des minorités visibles. Oui, alors on parle du PRIM, du programme d'intégration des personnes, des minorités visibles et des personnes immigrantes. Donc, c'est vraiment le PRIM. Alors, ça permet de financer jusqu'à 70%
du salaire de la personne, de l'entreprise qui a recours à une personne issue des minorités visibles peut avoir accès à une subvention de 70% du salaire versé pour un certain nombre de semaines, peut également bénéficier d'un soutien dans l'accompagnement, l'intégration de la personne dans son nouvel emploi, de formation également. Alors, c'est un programme qui est fort intéressant. Il y a une certaine croissance dans le recours à cette mesure-là, mais évidemment, aujourd'hui, on profite de l'occasion pour en faire une plus grande promotion encore. Ces clientèles-là étant des clientèles, évidemment, intéressantes là, pour combler les besoins de main-d'œuvre des entreprises. Donc, on vous incite fortement à avoir recours aux primes. Très bien. Alors, Roger, encore une fois, pour vous, une dernière question. Est-ce que toute entreprise a droit à un financement du gouvernement, quel que soit son âge ou son âge, enfin, sa durée de vie et son domaine d'activité? En termes d'âge, il n'y a aucune contrainte quant aux années d'existence de la dite entreprise. Du côté de l'admissibilité des entreprises, évidemment, nous, on va soutenir le secteur privé, le secteur communautaire, les organisations qui sont financées par un palier de gouvernement, quel qu'il soit, le municipal, provincial ou fédéral, ne seront pas admissibles à nos mesures, mais toutes les autres entreprises, elles, le sont. Oui. Très bien. Écoutez, mon Dieu, il y a des gens qui ont beaucoup aimé, je crois, la présentation, puisque plusieurs ont demandé si les présentations qu'on a faites ici aujourd'hui seront rendues disponibles. Bien, je vous mentionne que oui. Dès cet après-midi, tout ce que vous avez vu ici cet avant-midi sera disponible à la même adresse courriel à laquelle vous venez de vous brancher. Donc, je crois que ça a quand même répondu à un besoin et c'est intéressant de voir que les gens veulent utiliser cette présentation pour agir comme relayeur auprès d'autres personnes. Alors, mesdames, messieurs, voilà ce qui conclut cette rencontre d'information. Je tiens ici à remercier mesdames Gabrielle Nicole, Stéphanie Chorel, Audrey Meuret, ainsi que M. Jean Boulay et M. Roger Tremblay pour leur intervention respective. Nous sommes convaincus que les informations transmises ici aujourd'hui vous seront utiles. Par ailleurs, je vous invite également à télécharger le guide sur l'ensemble des services publics d'emploi, guide qui décrit tous les services aux individus ainsi que les services aux entreprises, qui inclut ceux de la Commission des partenaires du marché du travail. Ce guide est disponible juste en haut de l'espace dédié à la discussion sur la plateforme où vous vous trouvez actuellement. Alors, n'hésitez pas à y recourir. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et je vous dis au revoir.